Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est à moi qu'il revient d'animer les deux tables rondes qui vous sont proposées cet après-midi. Mon nom est Laurent Meillot, je suis journaliste spécialisé dans les énergies et la mobilité. J'aimerais inviter les participants de la première table ronde sur la recherche à bien vouloir me rejoindre. J'en vois déjà quelques-uns devant moi. Olivier Ribet pour Dassault Systèmes, Émeric Sarrazin pour Alstom. Nous avons également Laurence Piketty pour le CEA et Nicolas Champetier pour Avia. Tout le monde est là, c'est formidable. Installez-vous. Voilà, pendant une petite heure, on va parler de recherche, effectivement, du rôle de cette région Île-de-France en tant que hub d'innovation en Europe. Donc, dans l'ordre, Madame Piketty, ce sera facile à reconnaître. Donc, Émeric Sarrazin pour Alstom, Nicolas Champetier pour Avia et Olivier Ribet pour donc Dassault Systèmes. Peut-être pour commencer, une petite question d'actualité qui peut irriter un petit peu. Je vous le dis tout de suite, c'est grâce à Olivier Ribet que j'ai cette information. Selon le dernier baromètre WIPO, on en a parlé sur l'innovation, il apparaît que la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, la Finlande sont avant la France et l'Allemagne en matière d'innovation. Qu'est-ce que ça nous dit, ce baromètre? En fait, effectivement, tous les... Ça va marcher, voilà. En fait, tous les ans, effectivement, le World International Property Organization publie cette enquête sur l'innovation, le classement de 130 pays à peu près dans le monde, sur leur degré d'innovation. Et donc sont mesurés le cadre réglementaire, le cadre technologique, les infrastructures, le contexte business, les financements. Donc c'est tout ce qui fait le contexte d'innovation. Et puis ce qui est mesuré aussi, c'est les outputs. Combien de produits sont créés, combien de patents sont déposés, combien de valeur est créée, etc. etc. Et donc c'est un modèle très très scientifiquement conduit et calculé qui reclasse, rebelote les cartes tous les ans. Et c'est vrai que la Suisse, depuis plusieurs années, est toujours numéro 1. Alors on se dit, mais, pourquoi En fait, parce que c'est eux qui ont fait le mix parfait de cadre réglementaire, financement, innovation, centre de recherche, lab, université. Ça veut dire qu'on est challengé et qu'il faut donc toujours évoluer, s'adapter. Oui, ça veut dire que être en pointe dans un domaine qui peuvent être des brevets ou une université ou une école ou des startups, ça suffit pas à porter une innovation. Et je pense que c'est un des thèmes un peu de la table ronde aussi. C'est comment créer un équilibre parfait entre un contexte financier, réglementaire, juridique, d'innovation, de grands acteurs établis, de transfert de connaissances, de préparation des compétences de demain. Et que c'est un sujet multifacette, oui. Les autres membres du panel, ça vous inspire un commentaire, une réflexion ou pas? Aussi. Oui, c'est bon, merci. Oui, en fait, absolument, absolument d'accord. Et en plus, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une corrélation entre ce degré d'innovation et la croissance économique. Et donc, l'innovation, vraiment, est au cœur du développement économique de chaque pays. Et autre chose ce à quoi m'a fait penser ce baromètre, c'est qu'en fait, on a beaucoup de pays devant nous qui sont proches de nous. Et donc, dans cette idée d'innovation et d'ouverture d'esprit, c'est quand même pas très difficile de s'ouvrir, d'aller voir ce qui marche, de demander, d'apprendre des pays qui sont juste à côté de nous. Deux petites réflexions sur ça. Et de mon côté, une petite réflexion sur l'innovation. C'est pas forcément technologique, hein. La plus grosse innovation, je pense, de l'écosystème pour la mobilité routière hydrogène, ça sera d'arriver à faire un business qui marche et qui génère des revenus. Je crois que c'est ça la clé du succès. Et chez IVIA, c'est, je pense, notre principale préoccupation, au-delà de la technologie qu'il faut amener à maturité, bah, c'est quand même d'avoir un business model qui a du sens. Ne vous inquiétez pas, on va en parler, oui. Et donc juste pour compléter, je rappelle l'importance de la recherche collaborative aussi, donc entre nos deux pays et aussi entre les centres de recherche, l'innovation et les industriels, et la relation avec les industriels français, mais aussi allemands. Alors, Madame Piketty, ça tombe bien, parce que justement, on va évoquer donc le rôle du CEA. Alors, c'est vrai qu'il y a cet historique à Saclay, ce berceau. Alors, c'est un sujet qui passe pas forcément très bien en Allemagne, mais il faut quand même bien le dire, c'est le nucléaire à la base. Alors en fait, oui, le CEA a été créé en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
sur les aspects nucléaires, militaires et civils, mais très vite, on s'est diversifié. Donc, la première implantation du CEA était en région parisienne, donc à Fontenay-aux-Roses. Ensuite, en 1952, la création du site de Saclay. Et là, avec l'ouverture vers de nombreux sujets, notamment la microélectronique, le calcul quantique aujourd'hui, la santé, enfin voilà, et donc des aspects très diversifiés, aussi au niveau de l'énergie, puisqu'au CEA, on travaille sur le solaire, sur les batteries, sur l'hydrogène et sur les systèmes énergétiques et les réseaux intelligents. Donc voilà, beaucoup de diversification. Votre nom a changé d'ailleurs depuis CEA, c'est énergie alternative. Exactement. Énergie atomique et énergie alternative, donc les deux, et effectivement, on travaille sur tous ces domaines, et même au-delà de l'énergie, en fait. Alors, il y a plusieurs bassins, mais l'Île-de-France reste quand même la pièce maîtresse, on va dire. Alors oui, on a 10 sites en France, donc il n'y a pas que la région parisienne, mais en région parisienne, on a 3 sites très importants, donc Fontenay, le berceau historique du CEA, Saclay, donc qui s'inscrit complètement dans le hub qui est devenu le plateau de Saclay, donc avec des partenaires de longue date que sont EDF, Framatome, EDF qui a aussi un centre d'ailleurs de recherche sur le plateau. Et puis aussi la diversification par rapport à d'autres industriels, que sont les industriels automobiles, de la défense, de l'aéronautique, et puis dans le domaine non seulement de l'énergie, ce qui est primordial quand même pour la transition énergétique, mais aussi sur la microélectronique notamment, et sur la santé, où nous avons beaucoup de collaborations avec... La médecine du futur, ça c'est un domaine qui est... La médecine du futur. Donc à la fois sur les diagnostics et puis la médecine personnalisée, mais aussi on a développé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure aussi avec l'Allemagne, le plus grand aimant au monde, qui permet une imagerie du cerveau la plus précise possible. Et on a eu une collaboration avec FZJ, donc Jülich, depuis plus de 20 ans pour analyser les images du cerveau. Et donc, l'intérêt de cette imagerie, c'est de pouvoir guérir les maladies, notamment d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson. Très bien. Ben moi, je vais vous dire ce que j'ai en tête, c'est qu'on évoque à présent donc ce que fait Aevia au sein du groupe Renault. Donc, Nicolas Champetier, c'est une entité qui s'occupe du véhicule à hydrogène. C'est ça. Donc, c'est une co-entreprise entre Renault Group et Plug Power, qui est le fournisseur de technologies de piles. Et Aevia est un systémier, on va dire, qui va concevoir, réaliser, produire, commercialiser avec quelques partenaires clés comme OP Mobility qui amènent des briques technologiques importantes. Le stockage d'hydrogène, c'est quand même clé dans le dispositif. Des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir lancer ces véhicules utilitaires, plutôt des gros gabarits pour des utilisateurs intensifs. En fait, c'est la technologie qu'on pense être la plus adaptée pour succéder au diesel, pour les utilisateurs intensifs qui vont devoir opérer 24 heures sur 24, parcourir de longues distances, transporter des charges lourdes. Tout ce que le véhicule électrique d'aujourd'hui et probablement des 10 prochaines années ne saura pas faire de façon efficace, voire plus que 10 prochaines années. Donc la solution, on pense la tenir. La technologie, elle est encore entre les deux, entre le monde du laboratoire et le monde de l'industrie. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont, j'allais dire, dans la production de masse, à part peut-être Toyota, qu'on va peut-être sortir du chapeau. Les autres sont suiveurs réactifs, et on fait partie de cela. Donc l'innovation, elle est, je le disais, dans la technologie, oui, mais pas que. Et s'il n'y a que de la technologie, ça ne tiendra pas longtemps. Donc il faut qu'il y ait un business model robuste. Et pour ce qui est de la technologie, on est modeste. On se dit que quand bien même nos actionnaires partenaires amènent une technologie de bon niveau, il faut rester ouvert. Donc collaborer, le message on le connaît bien, avec des entités du type du CEA, du Fraunhofer en Allemagne, ou des acteurs plus petits, parce que des fois quand on est petit on est malin, et on a une brique technologique que les autres n'arrivent pas à développer, une membrane sans PFAS, une bipolar plate en rupture, enfin voilà, donc il y a des gens qui ont des idées géniales. Vous êtes un électron libre au sein du groupe Renault ? Alors non, on n'est jamais un électron libre. Quand on gagne pas sa vie, on n'est pas un électron libre. Donc pour l'instant, on dépense pas mal d'argent pour développer le produit et installer le business. Donc on peut dire qu'on est moyennement libre en fait. Voilà. Luca De Meo vous soutient quand même. Il regarde ce que vous... Oui, on a un soutien de nos actionnaires, mais retenez quand même que c'est une période intensive en termes pour toute la filière de l'hydrogène en France et en Europe. C'est une période d'investissement important, avec un retour qui n'est pas tout de suite. Sur un plan géographique, parce qu'en fait, vous êtes localisé en partie à Flins, il y a des bureaux qui sont dans d'autres domaines, mais vous avez toute la force de frappe
de la recherche Renault également qui peut vous assister. Alors, Renault est un actionnaire, partenaire, client, fournisseur. Bon, alors il coche toutes les cases. Et il est partenaire en ingénierie fortement. Sur des domaines d'expertise, il a des compétences sur le monde de l'hydrogène. Alors pas du niveau de celle que le CEA sur sa plateforme de Grenoble peut avoir. Hein. On n'est pas sur la même échelle, mais des fois, je disais, quand on est petit, on est malin, on est sur des sujets spécifiques. Donc oui, on s'appuie sur l'expertise Renault lorsque nécessaire. L'objectif quand même de l'IVER, c'est aussi de faire grandir nos deux actionnaires dans leur maîtrise de la technologie hydrogène. Et donc d'amener à Plug, on va dire, les savoir-faire de la mobilité, et d'amener à Renault les savoir-faire de la technologie amenée par Plug, quoi. On va enchaîner avec vous, Émeric Sarrazin. Vous êtes venu en un temps record. Il faut dire que le bureau est à 5 minutes, c'est ça? Oui, 3 minutes même. 3 minutes. Là, c'est le record battu, à pied naturellement. Alors, blague à part, donc Alstom en région parisienne et ici à Saint-Ouen, qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, alors Alstom, déjà, on parle de l'innovation et de R&D. C'est quand même 600 millions d'euros de dépenses de R&D. Donc, 3% du chiffre d'affaires. Et ce qui est un peu moins connu, c'est que 2/3 de cette dépense à R&D est dans le digital. Pour aider à la transformation d'Alstom, bien sûr, mais surtout la transformation de l'industrie ferroviaire et de la façon dont on construit et on opère les trains. Alors, ce R&D, la France est le pays avec le plus de dépenses R&D. Et à Saint-Ouen, donc en face, de l'autre côté de la rue, nous avons le siège, mais nous avons aussi un gros centre de R&D, justement. C'est le centre mondial de tout ce qui est signalisation urbaine, avec presque 2000 ingénieurs qui travaillent là pour développer des technologies en tant que technologie, mais aussi pour développer des projets et assister les projets où ces nouvelles technologies sont déployées en France, en Allemagne, avec Hambourg, le métro d'Hambourg qu'on a gagné il y a quelques mois, mais aussi dans le monde, en Chine, au Canada, d'ici à Saint-Ouen. Oui, parce que Alstom, c'est les trains, c'est le métro, c'est beaucoup de choses dans le ferroviaire. Oui, alors il y a tout ce qui est urbain. Donc Il y a Bombardier aussi, ça fait quand même un groupe imposant. absolument. Donc il y a 3 ans, il y a eu cette acquisition de Bombardier par Alstom qui a en fait doublé la taille de l'entreprise et qui a permis d'avoir un portfolio très complémentaire. Et justement, Bombardier était très présent en Allemagne, d'ailleurs. Et donc, non seulement dans les métros, mais surtout dans les grandes lignes. Et c'est cet équilibre entre justement les métros et les grandes lignes qui fait d'Alstom l'entreprise qu'elle est. Je retrouve mon français. J'allais le après dire, 25 jusqu'à ans de présent, vie en c'était un anglais. sans faute. C'était un sans faute. Il a passé des années à l'étranger, c'est la première table ronde qu'il fait en français depuis des années, donc un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va dire c'est le champion, c'est ça? C'est le champion, voilà. Merci. Merci pour terminer ce premier tour de table. Alors le digital, ça vous le connaît forcément, Olivier Ribé d'Asso Systèmes. On rappelle que c'était à la base une filiale en fait chez Dassault, l'aéronautique, et ça date déjà d'il y a plusieurs décennies. Oui, il y a un peu plus de 45 ans maintenant. Une demi-douzaine d'ingénieurs de Dassault Aviation vont voir leur boss et disent boss, au lieu de faire des ailes d'avion en glaise, en bois, en terre pour tester de l'aérodynamique. Ils ont vraiment dit ça. On pourrait peut-être le faire plutôt. On pourrait le faire plutôt sur un ordinateur. Et le boss de l'époque a dit non, attendez, là on fait des avions de chasse, on fait des sujets qui sont quand même un peu complexes et un peu dangereux. Donc on va pas mettre ça sur les ordinateurs. Ils ont insisté. Finalement, le boss en question leur a dit écoute, si vous êtes si malin, vous créez une société, vous mettez un peu d'argent dedans, nous on va mettre un petit peu d'argent dedans, et c'est devenu Dassault Systèmes. Donc ils ont démarré à 5-6 avec un produit qui s'appelait Katia, que certains d'entre vous, tous autour de la table, je crois d'ailleurs, utilisent, et OP Mobilité également. Et puis 45 ans après, c'est 26 000 salariés, un peu plus de 5 000 ici en Île-de-France. Le reste réparti un peu partout. On fait 6 milliards et on fournit des technologies logicielles, scientifiques, pour aider à modéliser et simuler
des objets très complexes comme ceux qu'on vient d'évoquer, des phénomènes de matière particulièrement complexes, que ce Les jumeaux soit numériques dont on... et donc de créer des jumeaux numériques incontournable. à la fois de l'objet, mais aussi du processus de fabrication, de maintenance, de réparation et de recycling de ces objets. Donc ça peut être des satellites, ça peut être des vaccins. 80% des vaccins qu'on espère vous avez eu dans vos bras à un moment donné, au moment du Covid, ont été testés, modélisés et simulés avec des technologies d'Assosystème. Donc voilà, on fait des jumeaux numériques, de choses toutes petites qu'on ne voit pas, et de choses très très grosses qui se déplacent très vite et qui peuvent être dangereuses. Et sur un plan géographique, donc Vélizy, c'est le pôle... Oui, c'est pas le canal historique puisqu'on a démarré à Suresnes, mais il y a quelques années, effectivement, on est allé à la campagne, sur le plateau, retrouver plein d'entreprises qui sont en train de constituer un pôle d'innovation qui n'a pas grand-chose à envier à ce qui se passe dans la Silicon Valley ou du côté de Shenzhen. Merci. Alors, on va parler d'énergie alternative, car effectivement, c'est très important. Et si on prend l'exemple de l'automobile, évidemment, on est en pleine électrification. Alors, justement, Laurence Piketty, on sait que le CEA, dans le domaine des batteries, fait beaucoup de choses. Et il y a des collaborations, comme avec Renault, par exemple. Mais oui, tout à fait. Donc là, on a un projet avec Renault depuis plusieurs années. Après 3 ans de recherche, donc on a développé avec Renault Group un chargeur embarqué bidirectionnel à très haut rendement. Donc ça, c'est une vraie avancée à la fois pour les véhicules électriques, mais aussi pour les réseaux intelligents, puisque en fait, ce chargeur sera beaucoup plus rapide, permettra donc de charger beaucoup plus rapidement les batteries, dont la taille sera diminuée d'un facteur 5. Donc ça aussi, c'est un gros avantage, avec des pertes d'énergie qui seront inférieures, qui permettra de réduire les pertes d'énergie de 30%. Et qui pourra être mis en actif, si je puis dire, qui pourra être opérationnel avant la fin de la décennie, et qui a conduit à la délivrance de 11 brevets sur ce procédé innovant. Donc ça, c'est avec Renault. On travaille aussi avec d'autres entreprises, avec Stellantis pour des cellules de batterie avec une meilleure performance de nouvelle génération. Donc on travaille sur de la chimie nouvelle génération. Et puis, on travaille aussi avec Orano, qui est notre partenaire historique, mais plutôt pour le nucléaire, mais cette fois sur le recyclage des batteries. Et donc, le principe du CEA, c'est de faire de la recherche, puis ensuite de proposer des plateformes pré-industrielles pour faire des transferts vers l'industrie. Donc, c'est typiquement ce qu'on a fait. Là, Orano a développé déjà une plateforme à côté de Limoges et utilisera donc ce process de recyclage des batteries dans des usines grand format. Voilà, donc on a plusieurs collaborations avec des industriels à partir de la recherche qu'on fait. On parlait d'hydrogène tout à l'heure, donc on a aussi développé un process de recherche de électrolyse à haute température pour produire de l'hydrogène bas carbone, et on a créé une société qui s'appelle Genvia avec des industriels. Qui est basée à Béziers, effectivement. Exactement, tout à fait. Avec Florence qui dirige cette société. Et qui vient du CEA. Exactement. L'hydrogène, justement, on va en reparler avec vous, Nicolas Champetier. Vous nous avez expliqué ce qu'était Hyvia, donc au sein du groupe Renault. Tout ce que vous faites autour de la pile à combustible, le stockage, est-ce que c'est des choses dont peut bénéficier le groupe par ailleurs? Est-ce qu'il y a des passerelles au sein du groupe pour parler de technologie? Alors, même si on est centré sur les utilitaires, pour les utilisateurs intensifs, on se rend compte que la solution est intéressante pour d'autres applications. Regardez ce que fait Plug depuis 20 ans. Il motorise des chariots élévateurs, des moyens de manutention de façon ultra efficace, puisque quasiment tous les grands entrepôts américains ont basculé à l'hydrogène à 100%. Ils ont sorti la techno de batterie, puis qui n'était pas très efficace, qui était très difficile à maintenir et à entretenir, et ils sont dans un usage pratiquement généralisé. Alors ça arrive un peu plus lentement en Europe parce que notre industrie de la logistique est moins intensive qu'aux États-Unis, mais c'est en train d'arriver. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, vous l'avez vu lors du salon de Paris du Mondial de l'Auto, le véhicule emblème était un démonstrateur d'un hybride, alors plutôt typé range extender, c'est-à-dire la pile est là pour prolonger l'autonomie. Vous avez une petite batterie de 40 kWh qui suffit à 95% des usages, et puis les 5-6 fois qui sont en moyenne ce que font un Européen moyen par an, où vous voulez faire un long trajet pour traverser le pays, l'Allemagne, la France, et ben vous avez votre prolongateur d'autonomie qui est là et qui fournit au travers de un peu moins d'1 kilo d'hydrogène l'autonomie restante, et qui permet surtout de se recharger au long du trajet. Donc ça, c'est un troisième exemple. Quatrième exemple,
la production d'énergie stationnaire. Vous allez me dire, non mais c'est hérétique, vous êtes fou, le rendement est catastrophique. Ben, demandez à nos amis allemands qu'un réseau électrique qui est quand même en souffrance dans pas mal d'endroits, où ils ne peuvent pas installer des installations de recharge électrique s'ils ne seraient pas heureux de bénéficier d'une solution décarbonée, zéro émission, mais aussi décarbonée au niveau du carburant, puisqu'on va travailler avec de l'hydrogène bas carbone. Là où ils ne peuvent pas installer de recharge de forte puissance, avoir une solution fuel cell, voire combustion interne hydrogène, qui n'est pas tout à fait le zéro qui est rêvé par nos politiques européens, mais qui est proche du zéro. Diesel, hein. Mais c'est toujours beaucoup mieux que le diesel, c'est 200 fois moins d'émissions, à peu près, de CO2. Donc voilà, quatre types d'applications, on va dire de la motorisation hydrogène, au travers d'exemples concrets qui sont en train de se développer, alors à des vitesses plus ou moins rapides. Vous remarquez quand même que le caractère commun, c'est l'intensivité, j'allais dire, de l'usage. Voilà. On est intensif sur les véhicules utilitaires, on est intensif sur les moyens de manutention, donc on retrouve ce caractère-là. Production d'énergie stationnaire, voilà, dernier exemple. Vous avez quelques endroits en Allemagne où il y a des containers avec 2 mégawatts de piles dedans qui délivrent de l'énergie électrique sur le réseau. Voilà. Donc. Merci. On va parler d'hydrogène toujours avec vous, Émeric Sarrazin, puisque Alstom a sorti le premier train hydrogène et c'était en Allemagne. Exactement, c'est dans l'Allemagne qui a commencé à transporter des passagers en 2018. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez intéressant, c'est que le réseau ferroviaire en Europe a eu une grande vague d'électrification. Donc aujourd'hui, quand on pense à un train, on pense à un caténaire et d'un train électrique. Et en fait, il faut savoir que 45% du réseau en Europe n'est pas électrifié. C'est 100% aux États-Unis, d'ailleurs. Et c'est pas électrifié pour deux raisons. Déjà, ça coûte entre 1 et 3 millions d'euros par kilomètre d'électrifier un réseau ferroviaire. Donc c'est très cher. Et il faut donc avoir une grande capacité de trafic. Et donc il y a des lignes qui sont très longues avec peu de trafic ou le dernier kilomètre. C'est-à-dire que le réseau s'étend et que lorsque le réseau s'étend, les derniers quelques kilomètres ne sont pas électrifiés. Donc à ce moment-là, il y a deux solutions d'innovation qui sont l'hydrogène et la batterie. Et les applications dépendent vraiment de l'environnement en fait de ça. Et donc Alstom est très innovatif dans les deux, à la fois les batteries et l'utilisation des batteries, plus que les batteries elles-mêmes évidemment, et l'utilisation de la technologie hydrogène. On a une flotte de trains qui est en marche depuis 2018. On apprend beaucoup. C'est une nouvelle technologie. On est les premiers sur le marché, donc il y a beaucoup d'apprentissage. Mais ça permet d'avoir une solution décarbonée pour le réseau ferroviaire. Et il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on a encore plus de 1000 trains qui sont diesel et en Allemagne, plus de 4000. Donc il y a aussi toute une idée de retractionnement écologique, c'est-à-dire de transformer ces locomotives diesel avec de l'hydrogène. Merci Olivier Ribet. Ce secteur de l'hydrogène, vos solutions, j'imagine, s'adressent également à des industriels qui sont dans ce domaine. Oui, et bien évidemment dans les secteurs de la mobilité, donc je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit puisqu'on travaille ensemble sur ces sujets, à la fois pour concevoir les objets en tant que tels, les camions, les locomotives, les systèmes de stockage, etc., à un niveau qui va être un niveau maîtrise de la matière, des phénomènes de réaction chimique, des structures de matériaux qui vont être utilisées, de la définition des systèmes associés, que ce soit des systèmes électriques, des systèmes électroniques, des systèmes de fluidique qui sont à modéliser et à simuler. Parce qu'il faut bien garder en tête, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop ces domaines-là, qu'on est en train de faire plusieurs sauts quantiques en même temps sur la matière, des processus, des fabrications, des outils, des savoir-faire d'hommes et de femmes. Donc il y a énormément de transformations à faire d'un coup. Et donc toutes les variables que vous touchez font qu'à un moment donné, la recette de cuisine marche, et puis 2 jours après, elle ne marche plus. Donc il faut garder une traçabilité totale de ces changements-là, au niveau de la matière, au niveau des systèmes et au niveau des contextes. Donc ça, on le fait dans les secteurs énergétiques, bien sûr, dans les secteurs de la mobilité. Je vais prendre un exemple, puisqu'on donne des exemples. On travaille avec une start-up, c'est un peu plus qu'une start-up maintenant, c'est une scale-up en Allemagne qui s'appelle Arthur Bus, Arthur comme le prénom et bus comme bus, qui est hydrogène électrique. Et donc c'est une entreprise qui est partie avec une idée un peu folle il y a 2-3 ans,
de dire on va prendre des composants et des sous-systèmes qui existent dans l'industrie, de ZF, etc., d'OP Mobilité, etc., et on va les assembler, non pas pour créer un véhicule, mais pour créer un service de mobilité. Donc en fait, ils s'adressent à des villes, à des conseils régionaux, à des lenders, etc., où ils modélisent le service de mobilité complet de ces bus, et ils vont les produire quasiment à la demande avec des systèmes de powertrain, d'énergie, de recharge, etc. Donc ils fournissent le système complet, l'objet en tant que tel qui bouge, mais aussi toute l'infrastructure autour, tout le service de mobilité, la planification des routes de transport, etc. Et donc tout ça, c'est fait effectivement avec une composante hydrogène qui est essentielle, mais qui n'est pas la seule. Donc cette hybridation des énergies est en train de devenir un sujet important. Et bien évidemment, dans l'aérospatial, enfin dans le spatial en ce moment, c'est aussi un très gros sujet. Donc on travaille avec plusieurs acteurs de l'aérospatial européen sur de l'hydrogène dans des choses qui vont voler. Et ça va être dans les cieux dans pas très longtemps. Très bien, on va suivre ça avec intérêt. Alors, on est là aussi pour parler des coopérations avec l'Allemagne. Alors, je reviens à vous, Émeric, par rapport à Alstom, dont vous disiez des trains qui roulent en Allemagne. Est-ce que, au niveau, recherche, coopération, il y a des choses que vous avez appris, qui vous ont bénéficié de cette grande première? Oui, beaucoup de choses on a appris de cette grande première. D'abord qu'évidemment une technologie est différente quand c'est testé dans un lab que quand on est sur le terrain jour après jour, mois après mois. Et donc c'est très intéressant parce que c'est non seulement un challenge technologique, mais c'est aussi un challenge de supply chain, c'est aussi un challenge d'opération. Et donc il y a beaucoup d'apprentissage sur non seulement le développement de la technologie, mais aussi son déploiement. Donc on travaille très étroitement évidemment avec notre client et partenaire pour l'opération de ces flottes, savoir comment la maintenance peut se passer. Et donc au niveau innovation, c'était quelque chose pour nous qui était très important d'avoir non seulement une innovation de technologie, mais aussi vraiment une innovation d'opération. Je crois que vous aviez parlé tout à l'heure un peu de cette innovation tout au long de la chaîne de valeur. C'est exactement ce qu'on voit à cela. On a maintenant des contrats d'hydrogène en Italie, un autre en Allemagne, en France, donc ça commence à arriver. Mais il faut changer. Avec un changement de technologie, c'est aussi un changement de process. C'est un changement de personnes et de compréhension de l'opération de ces choses-là. Et c'est très important parce que quand on parle d'innovation, on parle très rapidement de technologie, on parle très rapidement de digitalisation et on oublie un peu le facteur humain qui est quand même d'une importance capitale dans la réussite de l'innovation et dans la réussite de l'utilité de cette innovation. Merci. L'Allemagne, c'est un pays qui vous intéresse beaucoup, naturellement, Nicolas Champetier. Oui, on a commencé effectivement à se déployer en Allemagne, essentiellement autour du hub de Hambourg, qui est une région un peu, j'allais dire, chanceuse, qui bénéficie à la fois d'énergie décarbonée, qui bénéficie de capacités de production donc d'hydrogène décarboné, d'infrastructures de recharge, d'un mindset aussi des utilisateurs locaux qui sont prêts à basculer, parce qu'il faut pas oublier quand même que l'hydrogène, on dit bah ça fait 50 ans qu'on en a dans l'industrie. Oui, très bien, oui. Mais dans les mains de monsieur tout le monde tous les jours, non, on n'en a pas depuis 50 ans. C'est vraiment un changement fort qu'il faut amener auprès des opérateurs, qui sont des opérateurs habitués à des technos de longue date, quoi. Donc il y a quand même pas mal d'enjeux de ce point de vue-là. Et puis, comme on le disait, c'est pas la technologie qui les intéresse, c'est l'usage. Donc l'usage doit être transparent pour eux, mais il faut aligner beaucoup de planètes. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais une des planètes, c'est d'avoir effectivement des infrastructures, hein, alors que ce soit nos infrastructures de maintenance, les savoir-faire pour maintenir des véhicules à hydrogène, mais des infrastructures de distribution de l'énergie, de production de l'énergie décarbonée, de transport de cette énergie de façon efficace. Et donc, Hambourg et la région de Hambourg, c'est vraiment une région qui a pris les devants. Alors, vous avez vu que nos amis allemands ont annoncé un réseau de pipeline en 2032. C'est très très loin, 2032. Comment on va faire pour tenir jusque-là? Pas si loin que ça, finalement. Jusque-là, il va falloir qu'on produise localement. On va faire du localisme, ce qui est très à la mode dans tous les pays européens. On va consommer local de l'hydrogène, parce que si on ne le consomme pas local, il va nous coûter beaucoup trop cher en exploitation. Donc, cette notion de hub, telle je la mentionne à Hambourg, vous la connaissez à Paris, vous la connaissez dans un certain nombre d'autres zones. Paris, c'est quand même le succès éclatant de l'hydrogène pour la mobilité. On pourrait y revenir. Ça montre le chemin à suivre partout.
avant de pouvoir déployer et imaginer ça au niveau d'un pays, il faudra commencer par des hubs régionaux ou métropolitains, en fait. Oui, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont permis de montrer que les taxis, c'était quelque chose... Et depuis la COP 21, donc depuis 2015 quand même. Donc, ça compte. Absolument. Peut-être un exemple concret encore avec vous, Olivier Ribé, sur l'Allemagne. Vous travaillez notamment avec BMW, que vous aidez en fait à mieux produire ces composants pour les véhicules électriques. Oui, enfin aujourd'hui l'Allemagne c'est un tout petit peu moins d'un milliard de revenus pour Dassault Systèmes, très effectivement dans le secteur de l'automobile, de l'industrial equipment, l'équipement industriel, des startups de la high-tech, il y en a quand même beaucoup. Il y a un tissu d'innovation très dense et très riche en Allemagne. Puis aussi la santé, la chimie. Effectivement, on accompagne BMW, on accompagne Volkswagen, on accompagne Opel, enfin bon, Stellantis, c'est donc pas ricochet Opel. Vous lisez tous les journaux, vous connaissez parfaitement ce qui se passe. Il y a des enjeux de transformation rapide et massifs qui nécessitent d'avoir des méthodes de travail un peu différentes. Donc là, l'utilisation des jumeaux numériques sur les produits, elle est essentielle, mais elle est encore plus vitale sur les jumeaux numériques des systèmes de production. Comment transformer des systèmes de production, des systèmes de qualité, des gestions de supply chain, comment se comprendre plus vite entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Et ça, les méthodes classiques de je t'écris, je te fais un zoom, je t'envoie une pièce jointe, non, c'est pas la dernière version, je te la renvoie, etc. Enfin, ça marche plus, quoi. C'est trop lent. Donc, il y a tout un travail de certification et de validation des produits, y compris par les autorités de mise sur le marché, des produits en grande avance de phase avant même que les productions aient démarré. Et donc ça, c'est des raccourcissements de chaînes de fabrication et de cycles qui sont très, très impressionnantes. Volkswagen est sur des cycles historiques de développement de produits en 34, 36 mois. Ils ont l'intention d'aller à 24 très vite. Renault, avec lesquels on travaille aujourd'hui, ils sont déjà à 22, ont l'intention d'aller à 19. Donc pour certains d'entre nous qui sont dans l'industrie depuis longtemps, on dit bon, oui. Mais il faut se rendre compte que c'est des sauts quantiques. C'est vraiment des sauts quantiques d'accélération, de prise de décision, de transformation industrielle. Et on entendait parler en introduction. C'est aussi un reskilling, une reformation continue des individus. Donc la densité des universités et des écoles en Allemagne et en France, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez valorisé. Non pas pour créer les prochaines générations de jeunes ingénieurs ou de jeunes commerciaux, mais surtout d'avoir un dispositif de reformation extrêmement puissant qui est très peu utilisé aujourd'hui par les entreprises. Merci Laurence Piketty. Peut-être est-ce le moment de parler des coopérations en Allemagne? Alors, le CEA a de nombreuses coopérations, notamment avec les centres de recherche allemands, que ce soit FZJ, donc Jülich, à la fois sur le calcul haute performance, donc on a des collaborations puisqu'on va avoir, nous, sur le centre de Bruyères-le-Châtel du CEA, donc en région parisienne, un calculateur Exascale prochainement. Mais l'Allemagne en a un à Aix-la-Chapelle, donc on a des collaborations dans ce domaine-là. On a aussi des collaborations avec Jülich sur l'imagerie du cerveau, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, Alstom a participé à la fabrication de l'aimant pour cette IRM, donc voilà, on travaille aussi en collaboration avec les industriels. Et on a des collaborations aussi avec le Fraunhofer, donc cette fois pour des aspects plus technologiques, donc en microélectronique, dans le cadre du CHIPS Act européen. Et donc ça, c'est aussi un élément très important, renforcer les liens entre France et Allemagne pour aller dans le cadre du programme cadre européen ensemble pour renforcer à la fois l'indépendance et la souveraineté européenne. Donc ça, c'est vraiment Et donc, on a déjà commencé dans le cadre du CHIPS Act européen avec le Fraunhofer et avec aussi IMEC en Belgique et donc le CEA, donc sur ce sujet de la microélectronique. Et puis, un autre sujet avec le Fraunhofer, évidemment, autour de toutes les énergies renouvelables, donc le photovoltaïque, l'hydrogène, les batteries et l'économie circulaire du carbone. Donc voilà, on a des collaborations dans des sujets très, très porteurs pour l'avenir. Merci pour cet éclairage. Encore un mot avec vous, Aymeric, sur Alstom. Cette fois, pour parler de signalisation, parce que c'est l'un des gros enjeux, l'un des gros marchés porteurs pour les années qui viennent. Oui, absolument. La signalisation, en fait, en Europe, il y a le déploiement de cette nouvelle norme qui est en français le système de management, le système européen de management du ferroviaire.
qui permet en fait d'avoir un train qui passe d'un pays à l'autre sans s'arrêter, sans changer de signalisation complètement. Il faut changer toute la signalisation dans les pays. Et en Allemagne, par exemple, c'est un marché qui est évalué à 30 milliards d'euros. De faire ça sur les 10-15 prochaines années. Et c'est quelque chose qui est une énorme upgrade du système, mais qui permettra, numéro un, d'avoir des trains dans le pays à l'heure, qui peuvent être continuer à être... Ils sont pas à l'heure, les trains? Encore plus à l'heure, je voulais dire. C'est pire que chez nous? Encore. Je vous crois pas, c'est pas possible. Donc des trains encore plus à l'heure et qui pourront changer de pays. Et ça, c'est une coopération au niveau de l'innovation, puisque ce système de management est européen. A été développé pour nous en France, a été développé aussi avec les experts allemands, puisqu'il faut avoir une transformation du système qui était seulement allemand au système qui est européen, et avec une intervention aussi de notre centre d'expertise en Belgique. Et donc c'est là, encore une fois, et je voudrais juste revenir à l'innovation qui n'est pas seulement sur le développement de la technologie comme telle, mais le partage de connaissances, le partage d'expériences. Ça, c'est vraiment ce projet, c'est vraiment un projet tripartite qui permet d'apporter vraiment des solutions sur un marché de 30 milliards d'euros, qui est énorme, et qui va changer la face du ferroviaire en Allemagne pour les 15 prochaines années, dans les 15 prochaines années. Merci. On va parler à présent de conduite autonome au sens large, avec tout le corollaire que sont l'intelligence artificielle, bien sûr, et la cybersécurité. Peut-être d'abord un petit mot, Laurence Piketty. Sur le campus de Saclay, il y a eu des véhicules autonomes à un moment. Est-ce que vous les avez vus et même testés? Alors oui, en fait, on les avait testés sur le centre de Saclay, sur notre centre, à l'intérieur du centre. Et donc oui, ça a bien fonctionné. Hein, donc voilà, et il n'y avait pas de conducteur. Et le véhicule autonome emmenait les salariés du CEA d'un point à l'autre du centre. Donc ça a bien marché. On ne l'a pas développé après à l'extérieur parce que ce n'était pas notre ressort. Hein. Nous, on testait l'efficacité de ce transport autonome. Nicolas Champetier, est-ce qu'on peut imaginer à terme des utilitaires à hydrogène sans chauffeur? Alors, je ne sais pas si il sera aussi malin, l'utilitaire sans chauffeur, pour vous amener le paquet au 5e étage, porte droite. Donc je pense qu'il aura un peu de mal. Mais au sol, en tout cas. Au sol, peut-être. Donc vous voyez quand même les restrictions du véhicule autonome. C'est aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de véhicules autonomes dans la rue pour des applications de ce type-là, parce que c'est génial sur le papier, mais dès que vous regardez la vraie vie, ça marche pas. Alors, sur le plateau de Saclay, il y a toujours des véhicules autonomes qui livrent le plateau de Saclay depuis un entrepôt de Carrefour situé à Massy, qui livre en point à point. C'est une tournée du laitier, donc vous pouvez vous faire livrer. Ça marche toujours, ça existe, et c'est dans la vraie vie, sur des vraies routes, on va dire. Donc c'est des cas particuliers, je pense, qui pourront être remplis, mais le cas général, rien ne remplacera un bonhomme avec 2 bras, 2 jambes et une tête, quoi. Donc il sera beaucoup plus malin, beaucoup plus rapide que vous, quoi. Voilà. Alors sur les trains, c'est peut-être un petit peu différent. Peut-être d'abord, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui se dessine dans les années qui viennent? Oui, alors sur les trains, au niveau de la conduite autonome, il y a vraiment deux pôles importants. Il y a le pôle urbain avec les métros, où des métros autonomes existent aujourd'hui. Si vous prenez le métro et qu'il y a des portes palières, a priori, cette ligne est automatisée. Et qui permet vraiment d'avoir une ligne automatisée, d'avoir des headways de plus courts possible, donc du temps entre 2 trains qui sont les plus courts possibles, qui permettent donc d'avoir de plus de passagers possible. C'est le cas justement dans le contrat pour essayer de refaire cette liaison avec l'Allemagne. Dans le cas du contrat de Hambourg, qui sera un métro, la ligne 5, qui sera un métro tout neuf, tout automatisé. Ce qui veut dire non seulement un train qui avance et freine tout seul, évidemment, mais aussi s'il y a une alarme ou quelque chose à se passer, qui va directement au dépôt, d'avoir un système qui est automatisé, qui permet d'envoyer un autre train à la place automatiquement, sans perdre justement ni d'efficience, ni de timing. Donc ça, dans le métro, on peut faire encore mieux. Pour l'instant, on a des headways de 90 secondes. Ça va descendre, donc on va optimiser ça. Ce qui va arriver par contre maintenant et qui n'est pas là aujourd'hui, ce sont les trains automatiques sur les grandes lignes. Parce que maintenant, vous êtes dans un système qui est ouvert, qui n'est plus fermé, qui n'est plus contrôlé,
qui est ouvert. Et là, c'est une toute autre dynamique, non seulement technologiquement pour être sûr qu'il y a des détections de ce qui se passe sur les lignes ouvertes, mais aussi de savoir est-il possible d'avoir des trains automatiques sans investir d'autres infrastructures sur le bord de la voie. Parce que sinon, c'est impossible. Est-ce que c'est possible de rétrofit des trains et juste avec ça, d'arriver à avoir justement des trains automatiques de grande ligne? Donc ça a été testé, on a testé ça cette année, en Allemagne d'ailleurs, à Salzgitter, c'était en août, je crois, où on embarque des caméras qui sont traitées justement, vous parlez d'intelligence artificielle, qui permettent évidemment de reconnaître les images et de prendre des actions selon les images qui sont vues, de ce qu'il y a sur la voie, de ce qu'il n'y a pas, de reconnaître les panneaux de signalisation. Le test était très positif. Par contre, au niveau législation, aujourd'hui, la législation n'autorise pas encore à avoir ce genre de train qui circule sur les grandes lignes. Et donc, ça va être main dans la main entre la technologie, le législateur, de voir comment, dans le futur, on va pouvoir avoir ces trains qui vont permettre d'avoir une efficience beaucoup plus importante. Train connecté où la cybersécurité sera prépondérante, j'imagine? Où la cybersécurité sera et est déjà prépondérante. Tout ce qu'on développe au niveau produit, évidemment, est protégé par design au niveau cybersécurité. Et on voit aussi de plus en plus de demandes de nos clients d'avoir des systèmes et des services de cybersécurité qui les aident à opérer et qui les aident à, pendant les opérations, de garder un niveau de cybersécurité qui est le plus haut possible. La régulation change beaucoup. On a vu en Europe la loi CRA de Cyber Resilience qui vient de passer au niveau de l'Europe, qui n'est pas spécifique aux trains, mais qui touche aussi les trains, et avec laquelle il va falloir voir un peu comment on s'organise en tant qu'industriel. Elle rentre dans 2 ans, elle rentre en effet, et comment on s'organise dans l'industrie pour être sûr qu'on puisse être à ce niveau de résilience. Olivier Ribet, comment vous intégrez l'IA justement? Est-ce que ça peut se modéliser? Oui, vous entendez beaucoup en ce moment dans la presse des prises de parole où des acteurs disent oh non mais l'IA ça fait 25 ans que ça existe. Ce qui est devenu et c'est vrai, ce qui est devenu un point de bascule il y a maintenant 2 ans, c'est que des technologies qui étaient assez connues sont devenues beaucoup plus accessibles en termes d'interface utilisateur au grand public qu'avant, et que les modèles de données qui étaient utilisés ont été très massivement ingérés, traités, avec des vitesses de traitement et des capacités de calcul donc, que seul, je dirais, le CEA avait avant. Donc ça, c'est la grande bascule. Le truc qui est important, c'est de se dire que la plupart des modèles de données qui ont été utilisés pour les apprentissages des IA qui sont utilisés aujourd'hui sont des modèles du passé. Donc quand vous êtes en train d'imaginer le véhicule hydrogène de demain, la modélisation de semi-conducteurs d'après-demain ou les trains du futur, il est important de regarder tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais aussi d'imaginer des scénarios qui n'existent pas encore et d'essayer de faire tourner l'IA, y compris sur des choses qui n'ont pas été inventées encore. Or, aujourd'hui, l'IA fonctionne essentiellement sur des choses qui ont déjà été inventées. Donc la question, c'est comment vous inventez des nouveaux corpus de données, du pseudo-réel, d'objets qui n'existent pas encore, pour nourrir vos modèles d'IA et pour les faire apprendre des choses qui n'existent pas encore. Pour commencer à avoir une IA qui soit vraiment générative, non pas générative de réponses toutes établies et de navigation plus rapide et plus intelligente et plus contextuelle dans ce que vous aviez déjà, mais pour projeter l'imagination dans ce qui n'existe pas encore. Et c'est ça un vrai breakthrough. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, en particulier dans l'automobile, dans les systèmes de défense, dans les systèmes. Il y a énormément d'activités en ce moment dans le secteur de la défense. Regardez ce que fait Helsing entre la France et l'Allemagne. Vous regardez ce que fait Thales. Enfin, il y a plein d'acteurs qui imaginent la souveraineté de manière très avancée en utilisant l'IA vraiment au cœur de l'innovation. Et on est très impliqué là-dedans. Laurence Piketty, le CEA, ça a été dit, travaille naturellement sur l'IA. On imagine une IA très perfectionnée. L'idée, c'est quoi? C'est faire un chat GPT européen? C'est faire beaucoup mieux que ça? Alors, en fait, on a lancé une initiative qui s'appelle Deep Green, avec une vingtaine de partenaires
en France pour justement autour de l'IA, l'open source, l'IA open source, et avec autour du triptyque souveraineté, donc ça rejoint ce que vous dites, donc souveraineté, frugalité et confiance. Il y a un aspect confiance dans l'IA qu'il faudra développer davantage. Il faut aussi que l'être humain contrôle, l'être humain alimente et puis critique aussi ce qui va sortir de l'IA. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect confiance, l'aspect souveraineté. On aura les robots face à nous, la confiance, je sais pas. Mais... Oui, c'est un vrai sujet qu'on n'a pas suffisamment adressé à mon avis encore. Et donc l'objectif, c'est aussi que on soit souverain et qu'on développe à terme un ChatGPT européen. Oui, ce serait évidemment bien. Et donc en France, il faut qu'on y travaille ensemble. Donc les partenaires qui travaillent avec nous sur ce sujet, ils viennent de tous les secteurs, hein, l'aéronautique, la défense, l'automobile. Donc voilà, et l'énergie bien sûr. Et on voit bien que c'est quand même les 4 domaines dans lesquels il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on regarde comment on peut définir une IA qui soit évidemment utile à tous, mais qui nous protège aussi. Cette IA, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la façon dont on fait la recherche, par exemple? Ça, c'est un point, on peut peut-être commencer avec vous, Olivier. Oui, je ne vais pas parler que de Dassault Systèmes, je vais regarder ailleurs aussi ce qui se fait. Quand vous regardez ce qu'a fait Google avec DeepMind il y a quelques années, et encore aujourd'hui, ce que font tous les modèles qui sont en train d'être développés, on a signé des partenariats pas très longtemps avec nos amis de Mistral. Il y a énormément d'innovations sur les protéines, par exemple. La façon de plier et de déplier une protéine, il a fallu près de 150 ans, 150 ans, pour en sortir une vingtaine ou une trentaine. Là, en 15 jours, il y en a un peu plus de 250 qui ont été imaginés, complètement par l'IA. Donc en fait, on voit qu'il y a une accélération des hypothèses qui jusqu'à présent étaient des hypothèses scientifiques posées dans la littérature scientifique de manière très documentée. Mais le passage de la recherche fondamentale à des scénarios légèrement dérivés, légèrement combinés, légèrement intersectionnés avec d'autres, prenait beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Là maintenant, on peut donner à une IA une capitalisation de savoirs établis, prouvés, certifiés, des savoirs qui ne sont pas complètement validés, certifiés, et des savoirs qui sont émergents. Et commencer à jouer, j'ai pas une très bonne analogie là, mais comme un DJ avec une table de mixage, en disant donne-moi un peu plus de poids à ce qui est émergent et un peu moins à ce qui est certifié. Donne-moi quelque chose qui est plus prouvé en production, en passage à l'échelle. À fin, en fait, en quelque sorte. Et en fait, ce guidage, je suis complètement d'accord, l'interaction du génie humain de l'imagination, tiens, si on essayait ça, assisté par une IA qui dit, mais attends, tu as peut-être oublié de regarder ça aussi, et de tester ça en 10 minutes, un quart d'heure ou 2 heures, change tout. Change tout. Et là, il ne faut surtout pas que et l'Allemagne et la France oublient qu'on a une capitalisation de 100, 150, 200 ans de savoir-faire chimique, organoleptique, métier, architecture, matériaux, sciences, process, qui, si elle est capitalisée, elle est ingérée et elle est partagée entre nous, c'est imbattable. C'est imbattable parce qu'il y a une puissance de la preuve, une puissance du passage à l'échelle, une puissance de l'innovation qui a déjà été faite. Mais cette combinatoire entre le chimique, l'organique, entre l'électronique et la physique, entre la biologie, etc., ne va pas assez vite. Et les Américains le font pas mal. Les Asiatiques sont en train de s'y mettre. Mais on a déjà, nous, à la maison, je dirais, dans une université, dans une entreprise, 200 ans de savoir et de savoir-faire. Et donc la modélisation de ces savoirs et de savoir-faire et leur exploitation par l'IA, c'est tout l'enjeu des prochaines années, je dirais même plutôt des prochains trimestres. D'autres réactions sur ce thème? Peut-être sur l'IA aussi, bon là on entend la contribution à l'innovation, mais ça peut nous aider très fortement à réinventer nos process internes dans nos entreprises, où on fait des choses de façon assez habituelle, construire un budget où on met 4 mois et des dizaines de personnes à construire un budget en reprenant les datas 10 000 fois, ça n'a aucune valeur ajoutée parce qu'à la fin il vaut plus rien.
Faire un meter plan, voilà, un deuxième exemple. Alors, on pense toujours aux applicatifs technologiques, d'ingénierie, mais non, il y en a plein d'autres process où les outils, sans être parfaits, sont tout à fait suffisants aujourd'hui pour nous aider à être beaucoup plus efficients dans notre pratique opérationnelle et à consacrer on va dire, nos cervelles à des choses qui ont de la valeur ajoutée et pas à des choses qu'on va faire, refaire, défaire. Donc, je pense que l'IA, on peut s'en servir tous les jours. Voilà. Absolument, et juste pour ajouter une brique, donc il y avait vraiment la recherche, il y avait tous les process de tous les jours qui peuvent être améliorés. Et dans R&D, il y a aussi le développement, et on voit un impact de l'IA sur, par exemple, le développement de software et de generative AI, qui est incroyable. Et qui est incroyable, c'est-à-dire que nos experts maintenant vont pouvoir se focus. Concentrer, Merci. Sur 90% de leur temps sur leur valeur ajoutée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous avez un expert qui écrit du software, il faut écrire le software, il faut le commenter, il faut le relire, etc. Ça, vous pouvez avoir la moitié qui est fait par l'IA, avoir quand même l'humain qui est là pour créer, numéro un, l'architecture, pour créer un peu la chose différente, et pour vérifier et être sûr qu'à la fin, c'est bien signé par un humain, évidemment. Mais ça va permettre de raccourcir les cycles d'innovation et les cycles de développement d'un facteur 5 à 10, ce qui est quand même complètement fou. Depuis le début de cette table ronde, on parle de saut quantique. Pour terminer, je propose qu'on parle de calcul, justement, quantique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, elle était pas mal, hein. Ça fait 2 jours que j'y pense. Laurence Piketty, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine au CEA ? En fait, comme ça a été dit, on fait du calcul haute performance depuis très longtemps, hein, puisque en fait, on a remplacé des activités, notamment de défense, par de la simulation, et on a besoin de capacités de calcul énormes. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place de l'Exascale, enfin une machine, un supercalculateur Exascale à Bruyères-le-Châtel, hein, donc l'équivalent de ce qui se fait en Allemagne avec Aix-la-Chapelle. Donc, tout ça, on y travaille depuis longtemps. Le calcul haute performance, le quantique, la microélectronique et la nanoélectronique, tout ça est très lié. La robotique aussi, quelque part, hein. Donc, on y travaille depuis longtemps. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a intérêt à avoir des collaborations au niveau européen. En l'occurrence aussi préférentiellement avec l'Allemagne, hein, c'est un partenaire privilégié, hein, pour nous dans ce domaine-là. Et donc, je parlais tout à l'heure du CHIPS Act. C'est dur à dire, hein. Oui, j'ai du mal. Du CHIPS Act européen. Et donc, avec cette collaboration avec le Fraunhofer, avec l'IMEC, on doit être davantage performant sur tout ce qui est... et donc ça va amener vers le quantique, et on y travaille donc bien sûr, et avec tout ce qui est intelligence artificielle qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se positionne face à des géants. En l'occurrence, pour ces aspects-là, il y a aussi Taïwan, hein, qui est un acteur majeur. Donc voilà, face à la Chine, face aux États-Unis, il faut vraiment qu'on renforce notre souveraineté. Alors en France, évidemment, mais au niveau européen, parce qu'on aura davantage de force face à ces géants qui viennent d'autres pays. Et Olivier, chez vous, le quantique, comment ça se manifeste ? Déjà, c'est quelque chose auquel on contribue beaucoup, puisqu'on travaille énormément avec l'INRIA, on discute beaucoup avec le CEA sur des projets de recherche communs. Je dirais parce que c'est une condition de succès pour nous dans le futur. C'est-à-dire que nous, on fait du code. Comme Emeric le disait, l'IA permet de faire du code plus vite. Bon, donc si on fait du code plus vite, on va pouvoir avoir des cycles d'innovation de produits beaucoup plus rapides, on va pouvoir tester des choses beaucoup plus rapidement. Mais au même moment, ce qui est fabuleux, c'est que les ordinateurs sur lesquels le code qu'on écrit va être mis à disposition vont eux-mêmes tourner plus vite. Et au même moment, la recherche fondamentale sur les matériaux est en train de changer le cœur même de la matière, des microprocesseurs et des processus physico-chimiques et électriques des machines. Donc en fait, on a une accumulation d'innovation de la puce à l'ordinateur, au code et aux usages du code qui est en train de s'auto-alimenter, mais à une vitesse pharaonique. Donc ce qu'il faut que vous regardiez, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, il y a un bouquin de Mustafa Suleyman qui est sorti, qui s'appelle The Next Big Wave, sur ce qui est en train de se passer. C'est le patron de l'IA de Microsoft, c'est l'ancien patron de Google DeepMind, justement, qui raconte ce phénomène d'accumulation d'innovation qui est entretenu. Plus j'ai d'IA, plus je peux faire de microprocesseurs
avancer. Comme j'ai dit, microprocesseurs plus puissants, je peux faire des ordinateurs plus puissants sur lesquels l'IA tourne plus vite, et hop, c'est reparti. Donc ce phénomène-là, il est en train de s'accélérer un peu partout dans le monde. Et là encore, et les Allemands et les Européens ont une maîtrise de l'algorithmique, de la science des matériaux, des microprocesseurs, etc., qui, si elle est bien combinée, nous rend là aussi imbattables. Et donc ce n'est pas juste une question de politique gouvernementale, etc. C'est aussi, et je rebondis un peu sur ce que disait Laurent Favre en introduction, c'est de nourrir des relations point à point, territoire par territoire, PME par PME, lab par lab, pour que ça devienne réel. Donc c'est un vrai sujet, oui. C'est pas quoi, Laurent Favre m'a dit il faut que cette table ronde soit positive, dynamique. Là, vous avez dit 2 fois imbattable, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. On a quelques minutes pour des questions de la part de la salle. Juste un petit message sur l'IA. Donc en tant qu'industriel, même si c'est une start-up industrielle, on est encore un peu loin de ça, mais en fait on a des vrais besoins. Parce que quand on parle de piles à hydrogène ou de batterie, on est sur de la très grande complexité de modélisation. C'est du multiphysique, multi-échelle. Alors le CEA connaît parfaitement ça sur le monde des batteries. Ils ont eu, j'allais dire, un savoir-faire unique au monde. Il nous le faut sur l'hydrogène. Et on en est très loin. Aujourd'hui, on modélise des tout petits bouts de la pile. C'est juste catastrophique parce qu'on est dans un phénomène, dans une industrie qui a 20 ans de retard avec ce qu'on fait dans le reste de l'industrie aujourd'hui. Il faut qu'on puisse modéliser pour passer de l'empirique j'allais dire, à du travail scientifique. Et si on veut rattraper les Chinois sur les batteries, on a intérêt d'être plus rapide et plus malin qu'eux sur l'IA, sur le calcul haute performance, parce que là, ce qu'ils ont mis des années à faire, avec des dizaines de milliers de personnes dans les laboratoires pour faire de l'électrochimie, on peut le rattraper en 2 ans. Voilà. Donc à nous d'être plus malins et plus rapides, collectivement, entre Européens, parce qu'il y a les savoir-faire, comme vous l'avez dit. Ce rattrapage, il est vital. On voit que sur les batteries, on a fait les gigafactories, et alors ? Bon, on n'a pas avancé beaucoup plus vite, hein. On n'a pas la value chain, on n'a pas le savoir-faire en profondeur, donc il faut rattraper, et donc on compte sur vous, vous Dassault, vous le CEA, vous le Fraunhofer. Vous avez compris, c'est clair. Voilà, c'est clair, hein, on compte sur vous. Hein. Il attend des On solutions. vous attend. On a quelques minutes pour échanger si vous le souhaitez et interpeller. Donc, on a un petit micro qui est juste ici. Ok. Alors, qui sera le premier à se lancer? Oui, on a une question là-bas. Bonjour, je suis Olivier de Nantes. Nos amis de représentants ont surtout de l'innovation fiscale en ce moment. Et nos amis de Bruxelles, quand on leur dit IA, ils pensent régulation, normes. Oulala, c'est risqué, il faut pondre 2500 pages d'interdiction avant d'agir. Comment est-ce que à votre niveau, vous sentez ce poids-là dans l'innovation? J'espère que les impôts n'ont pas commandé le calcul quantique, hein, parce que là, on est mal, sinon. Alors, qui se lance? C'est vrai que sur ces sujets, on parlait d'IA générative, on a de la réglementation générative, ça c'est sûr. Après, on le disait, Laurent le disait en introduction, on est dans une zone du monde où on a un certain nombre de principes essentiels. La démocratie, le respect de la propriété intellectuelle, un équilibre social, économique, etc., etc. Et donc le corollaire, c'est la réglementation aussi. Donc il faut qu'on l'accepte, cette réglementation. Après, je pense que le rôle qu'on a tous, individuellement, toutes et tous individuellement, qu'on soit chercheurs, entrepreneurs, patrons de boîte, etc., c'est de transmettre et de transférer la connaissance des enjeux de chacun des secteurs économiques aux décideurs politiques. Il y a une perte majeure de sciences et de compétences techniques dans les instances politiques. Donc il y a un travail qu'on peut déléguer, qu'on peut regretter, qu'on peut déplorer, mais je pense qu'il y a aussi un travail d'éducation qu'on doit porter nous pour aller à la rencontre des décideurs politiques et expliquer comment se fait une pile à hydrogène, comment se fait un satellite, comment se fabrique un bateau, etc., etc., pour expliquer quels sont les enjeux d'innovation, de compétences, de chaînes de valeur, d'écosystèmes, de taxes, etc., etc., pour qu'on soit tous bien au courant des enjeux, y compris économiques et technologiques. Il y a un cadre stratégique qui s'appelle le PESTEL, politique, économique, sociétale, technologique, environnementale et légale. On est assez heavy, assez lourd en ce moment sur le légal, c'est bien, mais il faut qu'on redevienne un peu plus heavy sur le sujet économique et technologique. Et je pense qu'il faut qu'on éduque, qu'on accompagne, qu'on discute
avec les acteurs des prises de décision, des cadres réglementaires, des cadres fiscaux, des cadres économiques, qu'on ne soit pas juste spectateur désabusé et énervé, parce que ça c'est l'approche facile, et qu'on se dise mais pourquoi on ne se comprend pas, et d'avoir un travail pédagogique mutuel. Oui, je suis d'accord, c'est un travail de longue haleine et qui doit se faire sur la durée. Donc oui, complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, il y a un autre sujet, c'est l'empilement en fait réglementaire, parce que on ne peut pas s'affranchir de la réglementation, ça c'est clair. Par contre, il y aurait un travail à faire déjà au niveau national, mais au niveau européen en particulier. Il y a un empilement réglementaire qui fait que au final, il y a une sorte, on se retrouve englué parfois par des réglementations qui sont finalement pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Donc ça, c'est un vrai sujet et je pense qu'on pourrait l'adresser un peu collectivement au niveau européen avec nos partenaires allemands, par exemple, avec d'autres partenaires, parce que c'est ça qui nous englue quelque part et qu'on n'a pas réussi, même au niveau national, à améliorer. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour, Laurence Curti, région Île-de-France. Est-ce que vous pensez qu'on peut tirer un avantage économique du modèle de privacy des données européennes quand nos concurrents font leur beurre sur le partage de l'information? Donc comment, puisque vous défendez ce modèle, comment il peut être un modèle de croissance et d'avantage économique? Vous prenez une entreprise comme Airbus. Vous prenez une entreprise comme Volkswagen, etc. Ça fait 30, 40, 50 ans, 60 ans qu'ils ont accumulé énormément de savoir-faire sur comment fabriquer quelque chose, comment réparer quelque chose, comment maintenir, mettre à jour quelque chose, etc. Quel que soit l'objet. Ça, effectivement, si on banalise cette data, et alors là, je vais poser une petite pierre dans le jardin des hyperscalers américains, et que ces données-là sont mises dans des stockages de données, dans des data centers, sur lesquels on sait que les acteurs hyperscalers, je viens de chez Microsoft, je connais bien l'histoire, hein, j'étais chez Microsoft pendant longtemps avant, donc je la connais l'histoire un peu. On dit non, mais vous inquiétez pas, c'est souverain. Parce que j'ai le machin, le truc, le bidule, le tampon, le câble, il est fabriqué en France. Non, non. La souveraineté, c'est où sont payées les taxes. C'est qui va en tôle si les données sont volées. Qui est propriétaire de quoi? De la source, de la transformation. Quand la donnée a été transformée, à qui appartient la donnée? À celui qui l'a transformée ou celui qui avait donné la donnée initiale? Donc toutes ces questions-là sont des questions d'abord, non pas technologiques, etc., mais économiques et fiscales. Où est la responsabilité de l'assureur qui va dire « j'assure qu'en cas de cybersécurité attaque, etc., cette donnée est protégée ou pas protégée ». Et là, je pense que la monétisation de la donnée européenne est quelque chose qui va bien au-delà de la privacy, du respect de la propriété intellectuelle, mais la création de nouveaux modèles économiques de in-usage and in-operation. Si on va dans une économie de l'usage où personne n'est plus propriétaire de sa voiture, de sa maison, de son téléphone, etc., mais c'est use, alors les données d'usage deviennent plus importantes que les données d'engineering de fabrication du produit. Et donc là, il y a en Allemagne en particulier, énormément d'acteurs qui sont en train, particulièrement dans le secteur des lignes de fabrication, des équipements industriels, de changer leur business model, de ne plus vendre des lignes de fabrication de petits pains au chocolat, mais un nombre de petits pains au chocolat fabriqués à l'heure pendant 5 ans. Donc c'est des modèles as a service, où le produit n'est plus vendu, mais le as a service est vendu. Et dans le as a service, il faut de la data qui est constamment monitorée, avec de l'IA qui dit s'il se passe ci et pas ça, alors je fais ci, sinon je fais ça, à condition que. Donc c'est à la fois de la maîtrise de processus industriels, de technologies d'IA et de capteurs, de sensors, etc., mais surtout de protection de la donnée en question et de monétisation de la donnée. Donc c'est bien évidemment un sujet de cybersécurité, mais c'est aussi un sujet économique majeur.
J'allais demander pain au chocolat ou chocolatine, mais à traduire, ça va être difficile en allemand. Sans vous donner de réponse, mais pour ajouter un peu à la complexité dont on vient de parler, même quand on voit entre partenaires industriels les différents sous-systèmes, quand on passe à des modèles justement as a service, à un train, il y a des freins, un train, il y a des centaines de sous-systèmes. Chaque sous-systémier a justement cet intérêt à avoir cette donnée et de changer ou pas son business model. Et donc, en plus de d'avoir des données privées ou pas, ce sont en fait des partnerships et des partnerships entre sous-systémiers industriels qui doivent s'établir pour avoir non seulement, parce que si chacun fait son business model et chaque système a un business model, c'est impossible d'essayer justement d'utiliser cette valeur pour quelque chose. Et donc il y a tout un travail qui doit être fait entre partenaires industriels pour savoir comment et sous quelles normes on peut partager des données et partager des données pour quelles raisons. C'est pas une réponse, mais c'est pour ajouter juste un niveau de complexité à votre question. Merci. Pour des raisons de timing, on est obligé d'en se tenir là. J'aimerais qu'on remercie très chaleureusement les intervenants de cette première table ronde.